Mamma mia, comme on a été docile, comme on s'est bien comporté. La peur joue bien, hein. Beaucoup d'auteurs ont parlé du gouvernement par la peur. Comme on a été docile, on a renoncé à tout. À enterrer nos morts dignement, à voir nos petits-enfants, au risque que leurs parents, n'en pouvant plus, en viennent aux mains. Après plus d'un mois et demi de confinement, la Belgique se dirige doucement vers l'après-Covid-19. On a voulu profiter de cette pause forcée et inattendue pour discuter de ce moment si particulier et pour évoquer le monde de demain avec Manuela Cadelli, juge au tribunal de première instance de Namur. Installé dans la bibliothèque du palais de justice de Namur, on se pose une question: est-ce que c'était mieux demain ? Ce qu'on a fait, c'est un arbitrage entre l'objectif, entre guillemets, de santé publique et les libertés. Les libertés de qui ? De nous, des clampins. Donc les clampins restaient chez eux et ne pouvaient plus bouger sous peine d'être punis. Mais cet arbitrage-là, il n'a jamais eu lieu précédemment, alors que depuis maintenant quand même 15 ans, on nous explique bien clairement qu'on va dans le mur au niveau santé. Les particules fines, 8 mois d'incendie en Australie, 2 étés avec des périodes de 45 degrés en Belgique. Et là, rien. Aucune limitation à la liberté de commerce, de finance. D'un coup d'un seul, on arbitre. Toutes les libertés sont rangées au placard, au profit d'un moment de santé publique qui est en réalité un aveu d'échec total du collectif. Et puis, 7 semaines plus tard, hop, on change. Mais alors là, il n'y a plus question d'arbitrage, comme les gens pourraient le revendiquer. En réalité, ces 2 points sont reliés par un seul, le cynisme et le nihilisme. Le nihilisme, c'est-à-dire, c'est quoi le nihilisme ? C'est l'inversion des valeurs. C'est qu'à un moment, les problèmes humains, la tragédie d'une personne qui décède sans avoir revu ses proches, que ses proches ne peuvent pas aller voir, sous peine d'amende. Sous peine d'amende, mais sous peine de... vous êtes un criminel à peu près si vous allez voir. Donc ceux qui vont un peu s'élever contre cette espèce de glu là qui vient en disant on vous protège du Covid, vont être qualifiés comme ça, d'irresponsables, de criminels. Et d'ailleurs on punit. Alors je voudrais bien savoir pourquoi l'idéal de santé qui nous est servi, pour partie à juste titre, il faut éviter que les gens meurent quand même, bon. Mais pourquoi il nous est servi accompagné de cet ingrédient en particulier qui est le répressif ? Pourquoi est-ce que simplement on n'aide pas les gens ? Est-ce que tout le monde peut s'acheter des masques ? Mettons que vous ayez 4 enfants, vous êtes déjà en chômage économique, etc. Et en plus, vous allez vous prendre une amende à 250 €. C'est vous qui allez devoir la contester devant un juge. 250 €, qui a ça comme ça, sous le pas d'un cheval ? Forcément, vous allez nourrir l'idée que c'est toujours les mêmes quand même. On nous a confinés parce qu'on ne voulait pas engorger les hôpitaux, étant entendu qu'on n'avait pas les moyens. Moi, j'ai cru pendant 15 jours, 3 semaines que si on nous confinait, on pourrait sortir en n'ayant plus de problème. Au lieu de quoi, non. Finalement, on nous explique après un mois que non, pas du tout. Après le confinement, il y aura encore le même risque sanitaire. Donc, on nous a confinés pour habiller la pénurie, mais on nous déconfine parce que l'économie ne peut plus attendre. C'est ça. Et donc, il faut quand même poser la question, comme il faut poser la question, quelle est la politique en matière de justice, mais quelle est la politique en matière de santé ? Est-ce que la santé peut faire politique ? Ça, certainement pas. La santé doit être garantie parce que c'est la santé qui garantit la liberté. En fait, la santé est une condition de vie libre et consciente. Or, c'est ça que les démocraties ont voulu. C'est pas la santé pour tous. La santé pour tous, ça serait même un idéal qu'on voit bien dans les dystopies qu'on connaît, comme 1984 et d'autres. On voit bien, pardon de le dire comme ça, mais que c'est avec ça qu'on va nous avoir.
j'ai déploré cet état de confinement qui a d'abord été décidé. Alors je ne juge pas les décideurs. On a tous été en état de sidération les 15 premiers jours du confinement, il faut bien le dire. J'aurais voulu qu'on change le paradigme du confinement de la justice. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de dossiers ont été reportés. Alors, les conséquences pour le justiciable, elles vont évidemment varier à la fois d'un contentieux à l'autre et d'un palais à un autre. Encore une fois, je ne suis pas sûre qu'on puisse juger. Certaines personnes ont tellement peur, et peut-être à juste titre, nous ne savons rien de ce Covid-19 en somme. Il y a des endroits où il a vraiment... on voit le squelette avec sa grande faux. Donc on est à Namur épargné. Mais donc il y a des endroits où l'arriéré est très important, comme à la Cour d'appel de Bruxelles, où il y a 5 ans d'attente quand votre dossier est en état, venant du tribunal de première instance de Bruxelles, sans être sûr qu'à la première audience devant la Cour d'appel de Bruxelles, on ne va pas vous dire mais finalement, est-ce qu'il ne faut pas une expertise ? Finalement, je ne peux pas prendre le dossier. Bon. Donc là, ça pose un problème pour les dossiers qui ont été reportés. Et donc, comment rattraper ? Ça vient se conjuguer avec cette austérité crétine, imbécile, cruelle, qui nous a été imposée depuis 2014 minimum, où on a dû supprimer des chambres parce qu'on manquait de gens. Et j'observe que l'État belge a été condamné le 13 mars 2020 par le tribunal de première instance de Bruxelles à remplir les cadres, donc à fournir au palais les effectifs, y compris en termes d'employés, de greffiers et de magistrats. Le dommage vient de ce que certaines juridictions sont seulement remplies à hauteur de 80%. Mais forcément, on ne peut pas rendre le service dans ces conditions-là. Donc, je crois qu'il y a des endroits et des contentieux où ça va être très compliqué, mais il y a des endroits où les choses vont être plus fluides. Moi, c'est le cas dans mes audiences civiles. Je n'ai pas un arriéré, je peux fixer sans problème 60 minutes en octobre, novembre. Donc, allez, pour les gens qui attendent, c'est très pénible. Mais parce que c'est toujours pénible d'attendre une décision, c'est stressant, on ne dort pas. Enfin, voilà, c'est pénible moralement et sans doute physiquement. Mais ça n'est pas la calamité, la tragédie que ça peut représenter dans d'autres juridictions. C'est un traumatisme de ne plus pouvoir être à l'audience, de ne plus pouvoir entendre les gens, parce que nous, on nous a imposé la procédure écrite. C'est une procédure qui est amputée d'une part essentielle du travail de la justice, c'est l'oralité. Je crois que la plupart des justiciables, souvent on les sous-estime, ne craignent pas d'être contrariés. Mais ce qu'ils craignent, c'est l'injustice au sens de la négation de leur qualité de sujet de droit. Ce qu'il a en tête quand il s'adresse à la justice, c'est précisément le besoin de justice. Donc ce qu'on a depuis tout petit, depuis la première punition injuste, le premier malentendu, on a dit quelque chose, quelqu'un a compris autre chose, on est puni. Bon. Celui qui a perdu ne peut pas une seconde imaginer qu'il n'a pas été reconnu comme sujet de droit et que sa parole n'a pas été entendue. Parce qu'une décision de justice, c'est non seulement une situation de fait et un capital, un appareillage normatif, mais c'est la confrontation de deux argumentaires qui vont donner un récit. Et puis, il y a une confrontation orale qui vient se superposer à l'écrit, mais pas seulement se superposer, elle vient la transcender. À l'oral, vous avez régulièrement des arguments, vous vous rendez bien compte qu'ils ne tiennent plus quand vous avez entendu votre adversaire. Quand vous aviez lu votre adversaire, vous étiez abstrait de la confrontation telle qu'à la fin elle a lieu. En réalité, à l'oralité des débats, il se passe toujours quelque chose en faveur du dossier, ce qui fait que la décision devient un récit qui va répondre, moduler, aménager, ne pas donner. Celui qui a raison n'a pas toujours raison en tout. Ce qui fait que c'est possible, c'est la motivation du magistrat. Le magistrat motive. Et l'errance, ça serait de dire qu'un algorithme qui se base sur un continent, parce que c'est ça les data, il en faut beaucoup pour que la solution qu'on vous apporte soit plausible. C'est que la solution que l'algorithme va donner, elle reflète ce qui est. Elle décrit en somme un mainstream, un état des choses, un état des décisions. Or, ça c'est vraiment la base quand on parle d'algorithme et d'intelligence artificielle. Ce qui est n'a rien à voir avec ce qui doit être. Ce qui doit être, c'est le fruit d'une décision argumentée ou, quand on est en plan politique, collective. Il y a du collectif dans ce qui doit être.
Ce qui est, ma foi, c'est ce qui est. Si ça contentait les gens et le monde, ça se saurait quand même. Hein, depuis le début de l'histoire de l'humain, on a quand même beaucoup lutté contre ce qui est. Le pouvoir normatif, il n'a pas son siège exclusif chez nos décideurs. Il peut venir de la société civile. On l'a vu, hein, il y a des ONG qui ont travaillé sur l'utilisation d'enfants par Nike et des choses comme ça. Eh bien, Nike a changé. Donc, on peut le faire. Le seul défi, c'est le collectif. C'est qu'à un moment, des gens de tous horizons marquent accord et jouent ensemble. Et c'est ça qu'il faut. Et c'est ça qui peut-être n'aura pas lieu parce que c'est difficile. On a été éduqués à être des individualistes, consommateurs. Hein, c'est le mauvais usage de la liberté. Et puis au fur et à mesure des décennies, on a finalement été éduqués à être dans un divan devant une série, à taper l'épisode suivant. Hein. Je suis méfiante des séries parce que comme d'autres éléments de ce monde-là, numérique, ça nous maintient très dociles, ça nous maintient esclaves dans un divan, hein, moule de divan au service de Netflix. Mais dans le même temps, les séries qu'on a vues nous ont permis d'anticiper ce qui se passe. Je trouve que beaucoup de gens sont actuellement à la fois dociles, mais pas dupes. Les séries nous ont éduqués. Vraiment, je dois dire que Black Mirror, pour moi, c'est un élément fondateur. C'est la seule question, en fait, qui vaille en démocratie, c'est comment obtenir que les citoyens, non pas se soumettent, mais adhèrent au sens vertueux du terme, à un système qui convient à tous. Voilà. Allez, on a obtenu en 14-18 la soumission totale de milliers, de millions de personnes qui ont été se battre dans des conditions effroyables, dans les tranchées. C'était l'enfer sur Terre. Il y a quand même eu quelques révolutions en 1918, hein, un peu partout, hein, en Allemagne, en Italie. Il y a eu quelques... Alors, qui ont amené au fascisme, in fine. Ce qui pose la question de l'aboutissement d'une révolution ou d'une révolte. Ça fait peur parce que la réaction qu'il convient d'avoir pour s'opposer aux conséquences non démocratiques de la séquence, elle est difficile à mettre en place. C'est le collectif, et c'est un collectif structuré avec des idées, avec une action quitte à tomber dans la désobéissance civile, hein, parce que si on continue de réprimer la circulation, comment manifester, comment montrer? Or, la manifestation, c'est quand même le corps dans la rue qui exprime sa puissance et sa contradiction à un gouvernement. Donc, si on reproche à nos dirigeants de ne pas faire les lois dans le sens qu'on souhaiterait, c'est en fait très infantile, parce qu'on souhaite que quelqu'un le décide pour nous, mais décidons-le chacun. Commençons par ça aussi. Essayez, ratez, essayez encore, ratez mieux. J'ai peur. Mais c'est l'optimisme de la volonté, le pessimisme de la raison. Je me réfère toujours à Nelson Mandela, qui est resté en prison 27 ans. Si c'était dit c'est foutu, c'est foutu. Et il avait toutes les bonnes raisons de le croire quand même, surtout les premières années. Il faut garder espoir et il faut tout faire pour que ça change. Mais il faut ne pas se bercer d'illusions, mais il faut se bercer d'idées, de convictions, de camaraderie et de volonté, et de courage, de détermination. C'était Mieux demain, un podcast LN24 réalisé par Brieux Beckers, Guillaume Denil et Vincent Schmitt. N'oubliez pas de vous abonner à LN24 sur votre plateforme de podcast favorite. Retrouvez-nous également sur YouTube et en télévision. Plus d'informations sur ln24.be.